Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur Stadium, bienvenue sur le débrief du match des Panthères du Gabon aujourd'hui. Comme promis lors du dernier match des Panthères, je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui pour le débrief. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'essayer de donner à chaud mes impressions après le match, les impressions par rapport au contenu, je voudrais d'abord dégager 3 points voilà, qui me semblent essentiels. D'abord, le premier point à l'issue de ce match, c'est que c'est le statu quo qui demeure. La Côte d'Ivoire est toujours en tête du groupe F avec un point d'avance sur le Gabon. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont toujours maîtres de leur destin. Il leur suffit de gagner leurs deux prochains matchs pour valider leur ticket pour la Coupe du Monde. Alors, ce n'est pas le cas du Gabon, malheureusement. Notre pays est toujours second derrière la Côte d'Ivoire avec un point de retard. Et non seulement le Gabon devra remporter ces deux derniers matchs, mais il devra compter sur un faux pas des Ivoiriens. Voilà, ça c'est le premier point qui se dégage. C'est le statu quo dans le groupe F, un peu comme le score du match en fait, nul et vierge, les lignes n'ont pas bougé. Ensuite, le deuxième point que je voudrais aborder, c'est le stade de Franceville. Alors, on en parle depuis des mois, voire des années, en fait. C'est un stade qui peine à faire le plein. Donc, l'engouement populaire dont doivent bénéficier les joueurs des Panthères du Gabon, cet engouement, ils ne le retrouvent pas à Franceville. Alors, je n'ai rien contre la ville de Franceville, mais je pense sincèrement que si nous voulons obtenir des résultats, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Et l'un des atouts dont pourraient bénéficier les Panthères du Gabon, c'est bien sûr le public gabonais qui est fervent supporter de son équipe nationale. Donc je pense sincèrement que les autorités devraient se mettre au travail pour rénover, réhabiliter tous les grands stades du Gabon, parce que ce sont des investissements lourds pour le contribuable gabonais, et les laisser comme ça à l'abandon, ou les laisser comme ça de façon à l'abandon, totalement inutilisé, ça ne sert pas le pays et encore moins l'équipe nationale. Au-delà du fait de ramener les matchs des Panthères du Gabon à Libreville, parce que ça fait, je crois, plus de 8 ans qu'on n'a pas joué dans la capitale quand même. Hein. Il serait temps qu'on fasse quelque chose. Mais au-delà de ça, je pense que les Port-Gentillet et les Oyémo ont gagné le droit aussi. Hein, ils ont le droit aussi, en tant que Gabonais, de pouvoir voir dans leur localité l'équipe nationale jouer, dans la mesure où il y a des stades construits pour pouvoir les accueillir. Donc, vraiment, ça c'est mon deuxième point. Je souhaite que les autorités actuelles mettent tout en œuvre pour rénover dans les plus brefs délais les stades de Port-Gentil, d'Oyem et le stade d'Angondje, mais aussi statuer sur le cas du stade Omnisport. Donc voilà, vraiment, c'est mon deuxième point. Le manque d'engouement populaire, la difficulté à remplir le stade de 22 000 places qu'il y a à Franceville, ce n'est pas rien. Hein. On voit même dans les pays où la culture footballistique est très imprégnée, ce n'est pas chose évidente de remplir une enceinte sportive. Ce n'est pas simple. Donc voilà. Mon troisième point, c'est donc les deux autres matchs qui attendent les Panthères du Gabon, je crois en octobre de mémoire. Il y a un déplacement en Gambie qui s'annonce compliqué, hein, ce n'est jamais facile, on le sait. D'ailleurs, le dernier déplacement en Gambie du Gabon, ça a été compliqué d'un point de vue accueil et compagnie. Un déplacement en Gambie et on doit recevoir le Burundi. Donc les Panthères ont quelques semaines devant eux pour arriver fin prêt pour ces deux rendez-vous qui ne seront pas négligés. Il faudrait que le Gabon se donne toutes les chances, en cas de faux pas de la Côte d'Ivoire, de passer devant et peut-être de les coiffer sur le fil les éléphants de Côte d'Ivoire. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Ou dans le moins bon des cas, devoir passer par les barrages dont, je le rappelle, la formule est assez complexe. Il y a les premiers barrages au niveau africain, ensuite le vainqueur de ces barrages va jouer des barrages au niveau intercontinental, et voilà, c'est comme ça qu'on peut avoir un ticket pour la Coupe du Monde. Franchement, être barragiste, ce n'est pas confortable. Donc voilà. Maintenant, pour ce qui est du match en lui-même, je pense que la plupart des Gabonais seront relativement satisfaits du contenu, même si moi je pense que, et vous me direz ce que vous pensez en commentaire,
Je pense qu'il y avait de la place. Je pense qu'il y avait de la place quand même pour réaliser autre chose qu'un match nul. Nous avions une bonne équipe de Côte d'Ivoire face à nous, une équipe, si dans le dispositif tactique il allait rester en 4-3-3, comme lors de leur match précédent, une équipe qui a quand même changé les hommes qui animaient justement ce 4-3-3. On a eu des changements au milieu avec l'entrée de Gbamé à la place de Seko Fofana, par exemple. On a eu Adingra qui a commencé sur le banc pour Nicolas Pepe sur le côté. Donc voilà. Mais les principes sont restés les mêmes, comme je vous l'avais dit de mon observation. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu comme moi. Les principes sont restés les mêmes. 2 faux pieds, attaquant faux pieds, très fort en contre-attaque. D'ailleurs, on a pu voir, on a failli en prendre quelques-uns sur les contres ivoiriens, mal exploités, heureusement pour nous. Donc voilà. Mais il a été intéressant de voir que la Côte d'Ivoire, en termes de possession de balle, n'a pas été dominatrice comme elle a pu l'être lors du match précédent. Je crois que c'était contre le Burundi, justement. Et les Gabonais ont donné une adversité solide aux Ivoiriens en face. Je ne sais pas si le public ivoirien s'attendait à ça, mais je pense quand même que les joueurs ivoiriens s'y attendaient parce que je les ai trouvés particulièrement concentrés et disciplinés sur les tâches défensives. Preuve qu'ils savaient bien qu'il y avait du danger en face, qu'ils savaient bien que l'adversaire, les Gabonais, avait les atouts pour leur faire mal. Alors, j'ai pu observer justement ce dont j'avais parlé lors de mon débrief entre la Côte d'Ivoire et le Burundi. Pour venir au Gabon, le Gabon a mis en place un dispositif tactique légèrement différent de d'habitude. Si j'en crois les déclarations du coach Thierry Mouvement, du sélectionneur, le système qui a été employé ce soir n'a pas souvent été employé par l'équipe nationale du Gabon. C'est-à-dire d'ordinaire, elle joue en 4-3-3 avec une pointe basse ou en 3-5-2 avec une pointe basse, soit avec une pointe haute, soit avec une pointe basse. Aujourd'hui, je pense que le coach a, je ne sais pas si on peut dire innové, mais il a mis quelque chose de nouveau pour se calquer complètement sur le 4-3 avec pointe basse la Côte d'Ivoire. Thierry Mouyouma a mis en place un 4-2-3-1 avec Lemina et Didier Ndong en double pivot en soutien de Kanga qui était plus en meneur de jeu 10 juste derrière Aubameyang. À gauche, il y avait Bouanga sur la gauche. À droite, il y avait Alevina. Voilà. Après le reste, c'était un peu du classique avec le jeune Ekomi à gauche, latéral à gauche, le jeune Oyono Anthony à droite, et Koli Manga capitaine dans l'axe droit. Par contre, Kila Onfia, ce serait intéressant de voir quelle est la suite pour lui. Kila Onfia qui était titulaire lors d'un grand match comme celui-là, en lieu et place d'un Apinangoy par exemple qui a plus d'expérience. C'est vraiment un choix fort pour moi fait par le sélectionneur. Il serait intéressant de voir comment ce jeune joueur évolue. Hein. Voilà, qui, je crois, de mémoire, était à Mangasport cette saison et est dans un autre club africain, je crois en Guinée, si je me rappelle bien. Donc il serait intéressant de le suivre parce qu'il apporte, par le fait déjà qu'il soit à l'aise sur son pied gauche, il apporte déjà un équilibre d'attaque à l'équipe du Gabon. Sur la première relance, on peut relancer par la droite avec Ekole comme on peut relancer par la gauche avec Ilanfia. Donc voilà, ça c'était les forces en présence. Dans le jeu, je dirais que vraiment les deux équipes ont fait jeu égal. Les Ivoiriens ont eu des moments forts, les Gabonais aussi, que ce soit en première ou en seconde mi-temps. Je dirais aussi que mon observation globale, c'est que les défenses ou les dispositifs défensifs ont pris le dessus sur les dispositifs offensifs. Même si j'ai pu noter quand même chez les Ivoiriens une certaine, leur puissance athlétique quand même, qui a beaucoup joué, mais les Gabonais ont très bien répondu à cette puissance athlétique par de la hargne, de la vivacité. Je pense notamment à Kanga Kellor, qui était toujours bien placé entre les lignes. On aurait pu croire qu'avec sur les chocs contre Bamin ou contre Kessié, il aurait beaucoup plus de peine, mais en fait, il a très bien géré la situation. Je pense à Didier Ndong et à Lemina. Véritablement, au milieu de terrain, ce milieu de terrain, le Gabon tient quelque chose, à mon avis. Et même disposé comme ça, parce que j'ai mon observation par rapport au rôle de Kanga, c'est que quand il est il est mis dans un rôle moins défensif, il est un peu plus à l'aise et un peu plus créatif offensivement.
Je trouve il a réussi à se placer entre les lignes, il a su orienter le jeu comme il sait le faire d'ailleurs, beaucoup plus longtemps dans la durée, parce que je pense que les signes de faiblesse, de fatigue athlétique m'ont paru autour de la 70e minute. Donc voilà, c'est un système qui me paraît intéressant pour la suite. C'est une nouvelle variété que le sélectionneur Thierry Mouvement peut ajouter à tout son arsenal, on va dire, tactique. C'est un système qui est aussi très équilibré parce que vraiment, il faut souligner le rôle des doubles pivots Didier Ndong et Mario Lemina qui ont toujours été disponibles, qui par leur positionnement assurent l'équilibre de l'équipe et peuvent permettre à Ecomier à gauche et Antonio Oyono à droite de pouvoir apporter offensivement et permettre aussi à Bouanga et à Levina sur les côtés de se projeter, mais vraiment de se projeter et d'être un peu moins sur les tâches défensives sur leur côté, parce que l'équilibre est assuré par les quatre, hein, Kylian Fia, Ekole Manga, Didier Ndong et Lemina Mario. Donc ça m'a paru très intéressant. Je pense que le sélectionneur Thierry Mouyuma a simplement voulu superposer ces trois milieux axiaux aux trois milieux axiaux ivoiriens, ce qui n'a pas été un mauvais plan aujourd'hui. Je pense que vous en conviendrez pour la plupart avec moi. Donc, pas grand-chose à dire, si ce n'est que, offensivement, pour parler de la performance des Panthères du Gabon, j'ai trouvé quand même qu'on a manqué de puissance. J'ai trouvé qu'on a manqué de puissance athlétique face à, il faut le dire, la meilleure défense du groupe F, qui n'a toujours pas encaissé le moindre but, en 95 minutes encore ce soir, malgré les nombreuses tentatives, malgré le poteau de Babika, quand il est rentré, qui a apporté sa fougue, parfois maladroite, mais qui est passé pas loin d'être l'unique buteur de ce match. Donc, un peu de puissance quand même qu'on nous a manqué par rapport à la défense ivoirienne, et un petit peu de justesse technique dans les 30 derniers mètres. Ça aussi, j'ai trouvé qu'en un rien, on faisait la touche de trop pour tirer, on tirait quand il fallait décaler et faire la passe, ou on faisait la passe quand il y avait une opportunité de tirer, voilà, on donnait en profondeur quand on demandait dans les pieds. Il y a eu beaucoup d'incompréhension aussi ce soir, et ça, ce n'est pas nouveau pour moi, pour l'équipe du Gabon. Ça date de même Patrice Neveu déjà. Je pouvais observer, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pouvais observer ce souci offensif de coordination. Vraiment, il y a je me trompe peut-être, mais je perçois un problème de cohésion offensive. Quand on défend, on est plutôt structuré, même dans la phase de construction, de progression du ballon, tout se passe bien, mais quand il faut déséquilibrer et finir, là il y a beaucoup de malentendus, il y a beaucoup de non-justesse technique. Souvent c'est un exploit individuel, comme l'a fait Babika d'ailleurs, qui décante la situation. Donc la coordination offensive des Panthères, je pense, pour moi Thierry Mouvement n'a pas encore résolu le problème. Et il ne date pas de lui en tant que coach. Déjà à l'époque de Patrice Neveu, c'était souvent ça, des coups de génie, des Poupenza, Dieu le garde, des coups de génie de Alevina, de Bouanga, de Bameyang, mais une véritable attaque coordonnée collective, c'est plutôt rare. Voilà. Que dire d'autre? Un petit point sur les jeunes quand même qui ont répondu présent malgré quelques difficultés, que ce soit Ekomi à gauche ou Antonio Oyono à droite, ils ont connu deux matchs. La première mi-temps était très compliquée. L'un au Yono avec Amad Diallo, pardon, l'autre avec Nicolas Pepe. Ça a été compliqué en première mi-temps. Ils ont perdu quelques duels qui auraient pu être dangereux. Et les Ivoiriens vont certainement parler d'une des actions litigieuses, on va dire, du match face à Nicolas Pepe, où ils ont réclamé un pénalty. Pour moi, on me dirait que je suis gabonais, mais pour moi, ce n'est pas suffisant pour accorder un pénalty. Aucune action d'ailleurs dans le match, je pense, était suffisante pour accorder un pénalty, à moins que je me trompe. Mais en deuxième mi-temps, ils ont pris la mesure de leurs adversaires directs. Ils les ont mieux muselés, ils
Ils ont été beaucoup plus hargneux, beaucoup plus agressifs sur le porteur, beaucoup plus propres dans leurs interventions. Et ce n'est pas étonnant si à un moment donné, parmi les premiers changements qu'a fait le coach adverse, il y avait, je crois, Nicolas Pepe, et en suivant Amad Diallo, parce que il ne répondait plus. Autre part, en ce qui concerne Kessié qui était le meilleur jeu ivoirien, je pense qu'aujourd'hui on l'a bien gêné. Hein, je l'avais dit lors de mon précédent débrief du match de la Côte d'Ivoire contre le Burundi. On l'a bien gêné dans ses interventions, bien gardé par Diendong. Quand il se déplaçait, quand il dézonnait, Mario Lemina répondait présent aussi, parce qu'il était plus en meneur de jeu reculé, il était cette fois en position de milieu relayeur gauche. Donc pour pouvoir orienter le jeu. Alors, il a donné quelques bons ballons quand même, il a cassé quelques lignes, mais son influence a été maîtrisée et contrôlée par les Gabonais, ce qui est une excellente chose parce que c'est le joueur qui met son équipe dans le sens du jeu et qui vraiment trouve des solutions de passe assez intéressantes pour son équipe. Il faut aussi souligner la performance d'Ekouélé Manga aujourd'hui. L'ancien est toujours là, il répond toujours présent. Il avait un sacré client aujourd'hui en la personne de Sébastien Haller, qui à lui tout seul fixait les ballons, arrivait à les caler, redistribuer en dessous. Voilà, ça a été vraiment une haute lutte qu'a mené Ekouélé Manga aujourd'hui. Pas que lui d'ailleurs, qui là on vient aussi qui a répondu présent lors de ce match. Pour revenir aux jeunes, Kylian Mofia, j'ai vu de bonnes qualités, hein, il faudra qu'il les confirme. Simplement, je l'ai trouvé un peu timoré dans ce qui était de la relance. Il se confiait plus souvent à son ancien, forcément, avec Ekouélé Manga qui a plus d'expérience pour relancer le jeu, et prenait moins de risques dans le jeu court, dans le jeu qui casse les lignes. Il essayait souvent des longs ballons dans le dos de la défense ivoirienne, qui avaient des réussites diverses. Voilà, donc peut-être lié au fait que le jeune voulait tellement bien faire, il voulait éviter toute erreur, qu'il n'a pas pris trop d'initiatives offensives. Voilà, hormis ça, Alévina a apporté sa fougue, mais encore une fois, toute la ligne d'attaque vraiment me laisse un sentiment mitigé un peu, parce que individuellement ils ont proposé de bonnes choses, on a eu beaucoup de centres, et la défense ivoirienne a répondu présente. Effectivement, il y avait toujours un pied, toujours un tacle qui empêchait le ballon d'aller là où on voulait, mais c'était souvent individuel. C'était souvent individuel, et j'ai senti, peut-être que je me trompe, qu'en termes de puissance, la défense ivoirienne a quand même globalement géré les attaquants gabonais. Donc voilà, un match sérieux, un match qui, on sera d'accord, n'est pas non plus très fou, mais ça reste un match sérieux. Les Panthères de Gabon, il fallait gagner, malheureusement on n'a pas gagné. Donc on reste dans la course, on n'est à rien pour derrière, sait-on jamais, hein. On n'a plus notre descente entre nos mains, mais il faut ne pas avoir le regret, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Et s'il faut passer par les barrages, on passera par les barrages, mais pour le moment, on est toujours dans la course, on n'a qu'un point de retard sur la Côte d'Ivoire et on garde des chances de qualification. Pour cela, il faudra en octobre gagner nos 2 matchs et espérer que les Ivoiriens fassent un faux pas sur les adversaires qu'ils ont affrontés. Même si, je dois le dire, forcément, nous on a un calendrier un peu plus compliqué que les Ivoiriens. Donc voilà, mais c'est la situation actuelle au 9 septembre. Il faudra s'en arranger et essayer d'aller le plus loin possible dans ces éliminatoires pour pouvoir décrocher enfin une qualification historique pour le mondial. Donc voilà, je m'arrêterai par là. Si vous avez d'autres choses à ajouter, si vous avez d'autres observations sur le plan tactique, sur le plan technique, tout ce qui vous passe à l'esprit, qui peut enrichir le débat, vous pouvez le mettre en commentaire de la vidéo. Et moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour un nouveau débrief d'un match de Panthère. C'était Moïse, c'était Stadium. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.